la médiation. La médiation, c'est un alternative de développement des litiges, ce qui n'a rien à voir avec la justice. Mais comment une affaire qui peut être à la justice ou qui devrait être à la justice peut être réglée par les parties avec le concours du professionnel qui est le médiateur. Parce que le médiateur accompagne les parties à trouver des solutions amiables à leurs différends. Là, on ne plus dans le droit typique. Bon, on a quelques avocats qui sont encore hostiles à ça parce qu'effectivement, quand on a appris à faire la guerre, on n'aime pas trop faire la paix. Donc, l'un dans l'autre, moi, le médiateur, lui, c'est vraiment un agent de paix. Vous êtes dans le conflit, il vous accompagne, vous synthétisez la chose en ligne, il aide les parties à construire un pont. Parce que quand on est en conflit, il y a un mur, on ne s'oublie plus. Donc, dans la médiation, on casse le mur pour en faire faciliter la communication. Bon, il m'a demandé de parler du droit du travail. Je lui ai dit que c'était un sujet de masse. Donc, il m'a donné quelques thèmes. Je sais que peut-être pendant votre formation professionnelle, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi de vous présenter comme ça, même si je vois Hervé, tu fais quoi comme travail? Bon, donc, présentons respectivement, j'ai commencé. Donc, Hervé, de la parole. Je suis cadre Hervé. J'ai fait une formation mécanique à Yamoussoukro. Et actuellement, je suis responsable technique sur Orange. Pas côté Orange. Moi, je suis Croisé Romane, coordinateur logistique chez Olam. Oui, Olam, non, j'ai vu la dernière. Olam, Agro, ça c'est la même chose. Ah, il y a plusieurs Olam. Agri. Alors j'ai rencontré, comment il s'appelle? C'est pas François. Jean-François. C'est ça. J'ai vu la dernière fois, c'est le moment d'intégration à la date. Oui, monsieur. Je suis Paul Joël, assistant comptable. Assistant comptable. Dans quelle entreprise? Dans un ministère. Dans un ministère. Lequel des ministères? Le ministère du budget. Le ministère du budget. D'accord. Mais si tu caches le ministère du budget, c'est pour ne pas nous aider. L'argent est là-bas. C'est pour ne pas nous aider que tu caches ça. Oui, monsieur. Je suis dans le service de Paris. Je suis Entrepreneur. formation gestionnaire de ressources humaines. Bon, gestionnaire des ressources humaines. D'accord, enchanté. Cédric. Oui, je vais Cédric. Bonjour, moi c'est Yannick Fagnon, ingénieur télécom de formation, consultant en planification et pilotage projet et APM chez Orange. APM. Ou APM chez Orange. Alors, APM, quand on parle, il est passé à l'eau. C'est ça? C'est notre PJ. Ok, voilà. C'est ça. Ok, très bien. Bon, yes. Je dois me présenter. Associé André Aurélien, c'était l'avocat depuis 2018. Ah ouais. C'est ça, bien, enchanté. Très enchanté. Oui. Bonjour, la série Michel, agent commercial chez Nago. Vous faites quoi? Nago. Spécialisé dans la transformation des droits des cellules en PH et surtout papier hygiénique. Ah, très bien. Ok, enchanté. Bon, merci. Alors, c'est toujours bon de se présenter, ça permet de faciliter la communication aussi. Donc, on vient un peu conduit, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc, tout ça avec votre présentation, j'ai un petit geste, ce que j'ai à dire. Alors, si on parle du droit du travail, ça suppose qu'on connaît déjà ce qu'est le droit. Alors, si on connaît ce qu'est déjà le droit, pourquoi le droit du travail? Bon, il y a ça déjà ces choses-là. Mais bon, alors, si on parle de droit, on parle de règles, de relations. Comme il faut aussi, on doit avoir une bonne vie. Déjà, quand vous avez commencé votre formation, vous êtes venu, vous avez dit voici des règles. La ponctualité, ça fait partie des règles. L'assiduité, ça fait partie des règles pour pouvoir tirer profit de la formation. Et puis, pourquoi je viens me former? Parce que je vais dire, je vais renforcer mes capacités. Donc, une règle de développement personnel. Donc, voyez, donc, quand on parle de droit, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent la société. Dans un État comme celui de la Côte d'Ivoire, on a une règle fondamentale
pour des règles condensées qu'on appelle la loi fondamentale, c'est la Constitution. On sait un peu la guerre autour de la Constitution. Bon, alors, en dehors de la Constitution, il y a des règles spécifiques. Nous sommes appelés à vivre le droit de la famille. Alors, le droit de la famille va appeler plusieurs lois. On va le recenser pour dire code civil. On va parler des droits des sociétés, comme travailler dans des entreprises. Droit des sociétés, alors on va vous dire il y a des actes uniformes OADA pour régler le droit des sociétés. Et le droit du travail, comme vous travaillez dans des entreprises, vous avez l'entreprise qui est l'employeur, qui est la qualité employeur. Et puis vous qui travaillez dans cette entreprise, parce que vous avez une rémunération, vous avez la qualité de salarié pour les travailleurs. Donc le droit du travail fait partie du droit qu'on appelle droit social. Donc, il y a dans le droit social, il y a le droit du travail et puis le droit de la sécurité sociale. Donc, c'est là où on va parler du fonctionnement de la CNPS, la CECRAE, ça c'est la sécurité sociale. Dans le droit du travail concerne l'ensemble parce qu'il est venu David. C'est présenté. Bon, ils se sont présentés, hein. Non, on ne présente pas et puis je vais continuer. Je suis David Touré. Oui. Actuel. Oui, justement. Je bosse où présentement? Je bosse chez Cofamed International. Pardon? Chez Cofamed. Ah, Cofamed. Oui. Cofamed International. Dans la conformité. Dans la conformité. Conformité, ça va avec qualificien, hein, c'est ça? Oui, vous avez même des parents. D'accord, ok. Donc, j'étais en train de présenter pour dire que le droit du travail, c'est ça, le droit du travail, et puis la sécurité sociale, le droit de la sécurité sociale. Enfin, le droit social est composé du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Alors, donc, vous parlez du droit du travail, c'est l'ensemble des règles justement qui couvrent, on va dire, la vie en entreprise, mais surtout le travail, les règles qui couvrent le travail qui lie l'employeur au travailleur. Et puis il y a aussi le droit du travail qui va consacrer la liberté syndicale. La liberté syndicale, le droit de grève qui est consacré aussi par le droit du travail. Maintenant, si nous devons dire le droit du travail, c'est là où j'ai dit c'est un ensemble de règles. Mais quelles sont les sources? Parce que bon, en droit, on dit le droit c'est la règle. Donc, cette règle-là tire sa source où? Donc, généralement, le droit du travail, il y a des sources internationales, notamment les conventions internationales, il y a des traités, comme les États ont signé, qui disent que, bon, dans ce monde universel-là, nous faisons partie d'un monde, et donc, nous nous entendons sur des règles, et chaque État doit. Donc, il y a des conventions internationales. On parle de l'Organisation internationale du travail. Donc, l'Organisation du travail peut édicter des règles qui vont s'imposer à nos États. Maintenant, il y a la loi nationale. C'est-à-dire que chaque État adopte des dispositions qui vont réglementer la vie du travail. Et nous, ici, si on prend la Constitution, comme j'ai dit là, c'est la loi fondamentale. La loi fondamentale va parler juste un peu du droit du travail, puisqu'il va renvoyer à la loi, on demande au législateur d'adopter une loi pour réglementer le travail. Et donc nous avons le Code du travail qui contient la loi spécifique au travail. Donc le Code du travail, bon, la dernière loi qui a été adoptée date de 2015. Et ça c'est la partie législative. Quand on dit législative, la loi, au sens strict, c'est que c'est le Parlement qui a voté. Donc encore que je parle des subdivisions. Bon, le Parlement, ça dit dans l'organisation de notre État, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, exécutif, le président de la République et son gouvernement. Et puis le pouvoir législatif, aujourd'hui, nous avons deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Quand les deux sont réunis, on parle du Congrès. Donc aujourd'hui, on a le pouvoir législatif qui est détenu par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc quand la loi est votée par les deux chambres, c'est le président de la République qui a suivi sa promulgation. Il fait la publicité de cette loi pour qu'elle puisse entrer en vigueur.
Donc quand on parle d'entrée en vigueur d'une loi, ça veut dire que c'est devenu effectif, elle va être appliquée. Alors donc le Code du travail qui a été voté en 2015 est rentré en vigueur, je pense bien, juste après la promulgation, je ne vais pas vous dire exactement quand, mais c'est depuis 2015 que ça a été adopté. Donc parallèlement à la loi, il y a ce qu'on appelle la partie réglementaire. La partie réglementaire, c'est là où on parle de décret. Alors, la loi a été votée par l'Assemblée. Et puis quand on lit la loi, il y a des parties où le législateur dit par voie réglementaire, on va prendre des tests pour spécifier telle chose pour son application. Donc on parle de décret d'application. Et dans l'organisation aussi judiciaire, l'organisation, les décrets sont pris par le président de la République. Donc, le Code du travail, quand on prenait le Code du travail, il y a la partie législative, il y a la partie réglementaire. Donc, la partie réglementaire, c'est le président de la République qui signe les décrets. Et puis, parallèlement à la partie législative et réglementaire, au sein des entreprises, c'est-à-dire même dans le regroupement des entreprises, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives. C'est-à-dire qu'un ensemble de corps de métier se sont réunis, ces corps de métier se sont réunis pour arrêter ce qu'on appelle la convention collective, où on a certaines règles qui sont, et notre convention collective première date de 1977. Et puis là, ça n'a pas connu de révision. Et donc, maintenant, il y a d'autres conventions collectives spécifiques, par exemple dans l'enseignement privé, dans l'enseignement privé laïque, il y a des conventions collectives qui concernent, et puis même dans l'enseignement, on va dire, catholique, il y a des conventions collectives. Donc, mais qui sont peu connues. Sinon, la convention collective principale, elle est celle de 1967 que voici. Mais le Code du travail dit, parce qu'avant, dans la convention collective, il y a des clauses, puisque bon, là, comme on dit convention, on va pas dire il y a des dispositions. Quand on parle des dispositions, c'est que c'est la loi, le décret, mais les clauses de la convention là. Aujourd'hui, il y a certaines conventions qui peuvent être appliquées parce que la loi de 2015 les a abrogées implicitement en disant que les dispositions qui sont contraires, les dispositions ici là, qui sont contraires enfin les stipulations, les clauses de la convention collective qui sont contraires aux dispositions du Code du travail sont abrogées. De sorte que si vous prenez la convention collective, toutes ces clauses ne doivent plus être appliquées. Il faut aller voir dans le Code du travail ce qui peut être appliqué. Donc j'ai parlé des sources du droit du travail, les conventions internationales, la loi, les règlements, et puis les conventions, la convention collective. Mais il y a aussi des accords professionnels. C'est-à-dire que dans une entreprise, par exemple, si vous êtes à Orange peut dire, bon, en dehors de ce qu'on lui demande de faire un règlement intérieur, elle peut dire, j'ai fait un accord avec les travailleurs. Tout ça pour leur donner des avantages que la loi ne consacre pas. Vous allez voir, bon, on parle de la gratification, qui est bien droit, et puis l'employeur peut dire, moi j'ai donné un 13e mois. Donc ce 13e mois n'a rien à voir avec la gratification. Parce que la gratification, c'est à la fin de l'année, ou en décembre, généralement, on paye. Or, le 13e mois peut être, par exemple, plus prime de rendement. Parce qu'on aura fait des chiffres, et puis on dit, pour le 13e mois, voici les conditions dans lesquelles on calcule pour allouer ça au travail. Bon, bref, ça veut dire qu'au niveau sein de chaque entreprise, il peut être édité, l'employeur peut décider d'accorder des faveurs consacrées. Ce qu'on peut appeler plus tard des droits acquis. Parce que s'il a décidé d'accorder ça à ses travailleurs, il ne peut plus unilatéralement leur retirer ça. Si tout c'est un avantage pour eux. Donc, après avoir parlé des sources, on va dire, on est en droit du travail. C'est quoi le contrat de travail? Parce que le contrat de travail relie deux personnes. Quand on dit contrat, ça veut dire que c'est un acte signé par au moins deux personnes. Si c'est un acte qui procède de la volonté d'une seule personne, on va dire que c'est un acte unilatéral, un contrat, ça rassemble deux personnes. Donc, accord de volonté. Donc, le contrat, le travail, met en présence deux personnes, un employeur et puis
un salarié ou un travailleur. Mais ça, pour faire le contrat de travail, comme on dit, il y a la loi. Donc la loi définit ce qu'est un contrat de travail. Et puis, bon, donc, laissez-moi pour lire un peu l'article 2 du Code du travail qui dit, au sens du présent code, est considéré comme travailleur ou salarié, quel que soit son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur. Donc, le contrat de travail met en présence deux personnes, comme je l'ai dit. Le travailleur, c'est une personne physique. C'est-à-dire que jamais le travailleur ou le salarié peut être une personne morale. Tandis que l'employeur peut être une personne physique ou une personne morale. Quand on dit personne morale, c'est que, Orange vous avait dit société. Donc, les personnes morales, c'est société d'État. Et quoi, il va être une personne morale aussi, du droit public. Donc, le salarié, c'est la personne individuelle. Donc, vous êtes des salariés au sein de vos entreprises. Tandis que la personne qui vous emploie, qui vous paye le salaire, est l'employeur. Donc, une seule personne qui a son entreprise, ou sans avoir besoin d'entreprise, un peu comme nos aides ménagères à la maison, nous sommes liés à ces aides ménagères par des contrats de travail. Donc, on n'a pas besoin, ce n'est pas une entreprise, mais elles sont chez nous à la maison, c'est un contrat de travail. Et dans l'article 2, il faut savoir que on dit la personne physique appelée salarié met sa prestation de service, son travail au profit de l'employeur, moyennant rémunération. Donc un salaire, moyennant rémunération. Mais ce qui fait la force, enfin la bonne définition du contrat de travail, c'est que le travailleur qui met donc ses prestations au profit de l'employeur, moyennant rémunération, mais lui, il fait son travail sous l'autorité et la direction de l'employeur. Donc, autorité et direction. Ça veut dire que, puisque parallèlement au contrat de travail, il peut y avoir des contrats de prestation et services. Regardez dans votre service, dans votre société, vous voyez peut-être, est-ce que prendre le service de distribution des factures. Ça peut être une personne qui est salariée d'une autre société qui vient prendre vos courriers pour aller les déposer dans les autres entreprises. Mais personne physique, c'est une seule personne qui peut faire ça. Mais dès lors que la personne, son travail n'est pas sous l'autorité, ne reçoit pas directement les instructions de l'entreprise, alors il n'est pas sous l'autorité et sous l'instruction de cette société. De sorte que dans le contrat de travail, s'il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la subordination, il n'y a pas de contrat. Ça peut être un contrat de prestation. Il y a ce qu'on appelle aussi la sous-traitance. Il y a la sous-traitance. C'est-à-dire que moi, j'ai mon entreprise X, j'ai fait ce travail, mais pour m'aider, je peux demander à quelqu'un d'autre de venir me donner un concours. J'ai signé un concours, un travail, j'ai signé un contrat avec lui. Il n'est pas là pour moi, parce que je dois lui donner, moi, si c'est un marché, je lui dis que ce travail que tu vas faire sera découpé tant. Voici la durée. Donc, vous allez travailler pendant ce temps, et puis voici l'argent que je devrais vous payer pour ce travail que vous devez faire. Mais il n'est pas mon travailleur. Donc, nous sommes dans un contrat de prestation de service. Donc, vraiment, si dans un contrat de travail, il n'y a pas le lien de subordination, comme on dit, il y a le patron qui donne des instructions. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de contrat de travail. Mais avant votre question, comme on dit, le contrat de travail, on va dire, c'est tout à l'heure dans la définition que j'ai lu, vous avez dit, j'ai parlé de personnes morales, de droit privé, de droit public. Mais quand c'est personne morale, de droit public, il faut faire très attention. Les fonctionnaires ne sont pas liés par le code du travail. Mais il y a le code de la fonction publique. Donc, ceux qui sont fonctionnaires ne sont pas concernés par le code du travail. Mais au sein des entreprises, au sein des établissements publics, il y a des travailleurs au sens propre du code du travail. Il y a des fonctionnaires. Donc ceux qui sont concernés par le code du travail, ce sont ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Ils sont donc concernés par cette code. Oui, Romain. Oui. La première, c'est de savoir, est-ce que pour le CD de gardiennage,
société de gardiennage a signé avec, c'est toi qui es où? La société Olam. Quand la Olam signe avec la société de gardiennage G4 Sécurité, G4 Sécurité envoie ses agents pour faire le travail de gardiennage. En principe, les instructions sont reçues de G4 Sécurité. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est un cahier de charge pour dire voici le travail que vous devriez faire là-bas. Donc ils doivent se conformer à ça. Mais si le DG de Olam dit au vigile qui est là, qui s'appelle Kofi, prends mon sac, va le déposer là-bas. En réalité, ce n'est pas son travail. Lui, il est à son poste. Et dans le contrat, on dit par exemple, il va être à ce poste-là pour regarder, contrôler les allées et venues. Mais quand on lui dit prends ce sac pour aller le déposer là-bas, c'est un service qu'on est en train de lui demander. Mais ça n'a rien à voir avec son travail de vigile. De sorte qu'il tient ses instructions de G4 Sécurité. Et puis, comme on dit, c'est un service dynamique. C'est un service dynamique. Donc, G4 Sécurité a posté ses agents, mais Olam peut dire, bon, initialement on a dit que c'est ici où vous devez être, mais nous, on préfère que vous soyez de l'autre côté. Mais quand on est en train de vous donner cette information, puisqu'il y a une question aussi de responsabilité, si c'est un changement vraiment dans la cartographie du service, pour voir les informations de ton patron, pour ne pas que demain on dise, toi qui as abandonné ton poste aussi, pour te retrouver là-bas et donc tu vas engager des responsabilités. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner quelques indications pour le travail. Et puis, en fait, c'est dans les conventions qui lient les deux sociétés qu'on peut voir exactement quelles sont les possibilités d'information que celui qui bénéficie de la prestation peut donner aux agents qui sont en poste chez la société qui bénéficie de cette prestation. J'espère que ma réponse est. Alors, oui, la seconde. La deuxième, c'est de savoir le contrat de prestation. Si elle se dit A, parce que vous devez pour un service, et que la société contacte troisième société pour le service. Quelle clause, même quelques astuces de clause que la société devait mettre en place pour ne pas que la société prenne le contrat de la société. Bon, là on ne parle pas de contrat de travail. Je vais parler de société A, B, C. Si on est dans les sociétés, donc il n'y a plus de contrat de travail. J'ai dit que le contrat de travail lie une personne physique ou morale qui s'appelle employeur et une personne physique qui s'appelle salarié travailleur. Donc si on a en présence de deux personnes morales, il n'y a plus de contrat de travail. Non, il n'y a plus de contrat de travail. Imagine pas que tu crées ton entreprise. Ce que tu sais faire, là tu dis que tu fais quel travail? Logistique, non. Puis tu crées ton entreprise. Dis bon, logistique, Romari. Moi, j'ai mon entreprise, ou bien il y a ça son cabinet, il dit bon, cabinet, il y a ça. Bon, Romari, viens toi et moi, on va signer un contrat. Et puis, tu penses que c'est à l'entreprise, parce que tu as une entreprise qui est déclarée au registre de commerce. Et puis, tu viens, vous êtes en service, peut-être que tu as fait un bureau là, et puis vous êtes bon, par rapport à la logistique que tu fais. Mais vous êtes à son produit, espace là. Maintenant, toi, tu es immatriculé au registre de commerce. Et puis, bon, un jour, il naît, conflit, séparation. C'est-à-dire qu'il va dire non, bon, qu'est-ce que là, il me payait? En fait, à la fin, il va dire qu'il faut regarder. Comment il me payait? Il a dit qu'il me payait un salaire, parce que c'est chaque mois qu'il me payait. Tu regardes le contrat, parce que on va y arriver. C'est-à-dire les différents qui naissent des relations. Parce qu'il est arrivé que souvent, la personne peut penser qu'elle était salariée. Ou bien même la personne pense avoir une entreprise fonctionner comme une entreprise. Il va trouver un conseil qui lui est présent dans la situation qui dit c'est vrai que tu dis que tu avais ton entreprise. Mais le fait de te payer 100 000 francs par mois tout le temps, tu penses que ça c'est un contrat d'entreprise, un contrat de prestation de service. Ça ressemble plutôt à un contrat de travail. Donc le tribunal du travail peut qualifier, même si vous avez signé une convention qui ne dit pas que c'est un contrat de travail, mais le tribunal du travail peut qualifier votre contrat de travail en vérifiant par rapport à l'article 2
que toutes les conditions sont réunies. C'est-à-dire que l'autre, en tant que personne physique ou personne morale, et l'autre personne physique, il fait des prestations, il se retrouve donc sous l'autorité de l'autre avec une rémunération. Donc, le tribunal du travail peut qualifier ça de contrat de travail. Mais toujours est-il que, comme j'ai dit, si c'est deux entreprises, c'est ton entreprise. Donc, vous êtes rentré en relation avec ce que tu es en train de faire. C'est vrai qu'on va dire que c'est le travail. En fait, il faut regarder est-ce que ce n'est pas une prestation de service. Parce que même le travail, c'est une prestation de service. Mais c'est la nature du contrat qui vous dit. Et puis les différents éléments du contrat de travail, il faut rechercher pour savoir si effectivement c'est un contrat de travail ou pas. Mon article 14 revient sur la définition du contrat de travail. Donc je peux dire ça. Ignace, comme tu n'es pas une personne étrangère à ce que je peux toujours apporter des compléments parce que je pense qu'ici, lui il a appelé sa conférence, mais ce n'est pas une conférence. On présente une situation et puis la flexibilité de la communication, ce n'est pas une conférence. Donc c'est bien déjà de poser des questions, m'arrêter de poser des questions. Alors l'article 14.1 dispose que le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction de l'autorité d'une autre personne physique ou d'une personne morale moyennant rémunération. C'est la reprise de l'article 2 que j'ai cité, la même chose. Mais donc, qui met son activité au service de l'employeur, le travailleur qui met son activité au service de l'employeur, il sait qu'il doit recevoir, comme on dit, il n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, le salarié reçoit des ordres. C'est ça le lien de subordination. Et quand justement il y a une faute, on va appeler l'insubordination. Quand l'employeur va te dire fais ça et puis il dit je refuse de faire, ou bien tu as commis une faute, on t'adresse une demande d'explication, tu dis je ne prends pas la demande d'explication. Ça c'est de l'insubordination. Donc si c'est l'insubordination là, ça constitue une faute lourde. Voilà, le fait de refuser de prendre une demande d'explication, c'est une insubordination qui constitue une faute lourde, qui peut justifier votre licenciement sans que vous payiez quelque droit que ce soit. Voilà. Donc, si j'ai répondu à ta question, on peut passer. Bon, après avoir parlé des sources, on peut parler de contrat, puisque j'ai parlé des définitions du contrat. Alors, le contrat prend plusieurs formes, à la fois la durée, et comme on dit, parallèlement au contrat de travail, dans le code du travail, par exemple, il y a des contrats d'apprentissage, il y a des contrats de stage. Au départ, dans la loi, le code du travail ancien, il n'y avait pas trop de réglementation, mais toujours est-il que quand on fait un contrat dans vos sociétés, si demain vous êtes chef d'entreprise, aujourd'hui à un code du travail, quand vous prenez les stagiaires, il faut qu'il y ait un contrat de travail, enfin un contrat plutôt de stage, un contrat écrit. Si ce n'est pas écrit, vous le prenez comme un stagiaire, mais le jour où il faut partir, le considérez comme vous l'avez licencié. Parce que la loi exige un écrit. Et parce que vous n'avez pas respecté cette formalité qui est essentielle, on va retenir contre vous. Vous venez de licencier un travailleur. Donc souvent, certaines entreprises ne comprennent pas. Mais voilà, quelqu'un, je voulais aider. Et puis bon, je tout le monde voit. Mais tu veux aider, tu n'as pas respecté la forme. Parce que tu n'as pas respecté la forme. Ça se tout le monde voit. Non, c'est chaud. En fait, les formes du contrat de travail, avec la loi, il faut éviter les abus. C'est-à-dire, bon, peut-être que je n'ai pas le but du code du travail, c'est pour protéger le travailleur des abus de l'employeur. Mais en même temps, c'est pour rechercher, comme on dit, l'équilibre dans les rapports. Donc, si on ne sécurise pas les relations, l'employeur fait ce qu'il veut. Donc, c'est pourquoi on dit à l'employeur, si tu prends un stagiaire, il faut écrire. Au moins, il sait qu'il y a un stage. Et le stage, c'est à durée déterminée. Le contrat d'apprentissage aussi, c'est à durée déterminée. Donc, ça, c'est spécifique. Il faut se conformer à ça. Maintenant, le contrat de travail même, à ce que je disais par rapport à la durée, on a deux. Le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée. Là où le législateur, pour protéger les travailleurs, est exigeant, dit un contrat à durée déterminée doit être écrit. Si ce n'est pas écrit, nécessairement on est dans un contrat à durée indéterminée. Il
Imaginez que vous ayez signé un contrat avec des tels. Souvent, il y a des sociétés qui pensent pouvoir abuser de la loi. Ils font des contrats à durée déterminée. Tout ça parce qu'on leur dit la loi dit qu'il ne faut pas dépasser 2 ans. Donc, ils sont malins. Un mois avant, vous mettez faire ton contrat. Dans 2 mois, ils vous reprennent. Vous faites encore 18 mois, ainsi de suite. Et vous vous retrouvez à 7 ans. Et ça, ils vont dire, nous, ils ne vous ont jamais embauché. Enfin, vous n'avez jamais été lié à cette société par un contrat à durée déterminée. Mais quand la société va vous libérer, va libérer cette personne, il lui appartient de saisir le tribunal pour lui présenter ces différents contrats, pour voir s'il y a eu abus du droit. Puisque la loi dit que le contrat à durée déterminée ne doit pas excéder 2 ans. Mais voici que quelqu'un, par des intervalles, de petits intervalles, vous vous retrouvez à 6 ans. Et c'est le tribunal qui va trancher. On dit qu'il y a eu abus. Et donc, cette personne-là est devenue un salarié à durée déterminée. Donc, la forme du contrat, en tout cas pour les contrats à durée déterminée, la loi dit qu'il faut que ce soit bien écrit. S'il n'y a pas d'écrit, c'est un contrat à durée déterminée. Et puis, maintenant le contenu du contrat. Bon, comme on dit, tout contrat, on regarde la capacité. La personne a la capacité. Aujourd'hui, on va dire que, en principe, pour avoir la capacité, il faut être majeur. Mais ici, il est permis qu'un jeune de 16 ans puisse signer un contrat. Mais il y a des contrats qui lui sont interdits. Par exemple, des contrats dangereux. Par exemple, le contrat d'apprentissage, comme ça, on exclut les enfants de moins de 14 ans. Donc, il y a des dérogations. Donc, un contrat, il faut de la forme, la capacité. Et bon, vous êtes à 16 ans, vous pouvez signer un contrat de travail. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans le contrat? On dit les clauses du contrat. Bon, on vous recrute parce que vous êtes ingénieur. Et puis, parce que c'est votre qualité d'ingénieur qui détermine votre qualification, même dans l'objet pour lequel on est en train de vous recruter. Et puis, dedans, on ne met pas ça. On dit, monsieur, vous ne faites pas attention, vous regardez peut-être, on le recrute comme chauffeur. Vous avez bien lu le contrat, vous êtes recruté comme chauffeur, vous signez. Et puis, 3 mois après, on vous paye le salaire du chauffeur. Vous dites, non, moi, quand j'ai postulé là, j'ai présenté ma qualité d'ingénieur. Et pourquoi on me paye le salaire du chauffeur? C'est le contrat. Monsieur, c'est écrit que vous avez été recruté comme chauffeur. Donc, si on vous dit de conduire, de répondre. Donc, ça veut dire que l'objet du contrat, la prestation que le travailleur doit faire, la prestation du travailleur, c'est-à-dire ce que le travailleur, le service que le travailleur doit accomplir ou le travail qu'il doit exécuter, doit être indiqué dans le contrat. Le salaire, c'est un élément essentiel dans la définition du contrat. Le salaire doit être aussi indiqué. Le salaire, pour le salaire, il y a la rémunération qui est déterminée par rapport. Mais il y a aussi des avantages qui peuvent accompagner. L'un des avantages qui peut accompagner, par exemple, on va vous dire que vous avez une dotation téléphonie de 100 000, c'est un avantage à nature. Comme vous pouvez avoir une dotation de carburant, ce sont des avantages à nature. Donc, le salaire, c'est important que ce soit. C'est-à-dire que vous signez un contrat et qu'il n'y a pas de salaire, il y a un problème. Si le salaire n'est pas contenu dans le contrat, il y a la problématique de la validité de ce contrat de travail. Parce que les deux parties sont identifiées, on a identifié le travail à faire, mais s'il n'y a pas de rémunération indiquée dans le contrat, il y a un problème quant à la validité de ce contrat. Ah non, c'est entendu que c'est après on va fixer ça. Mais ce contrat que vous présentez, que vous allez apporter demain, n'est pas valable parce qu'il n'y a pas la rémunération. Donc, un contrat de travail sans rémunération, si ce n'est pas écrit, ça, c'est pas un contrat de travail. En tout cas, il n'est pas valable. Donc, vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour dire que je suis lié à telle personne par un contrat de travail. Alors, si on a rapidement parlé du contrat de travail, je vous ai dit que le contrat de durée déterminée, c'est vrai. Vous entendrez parler aussi de contrat journalier. Le
contrat journalier. Généralement, ce sont des personnes qu'on sollicite pour un travail temporaire et donc sont payées à la journée ou plus tard à la quinzaine. Donc, ça, la loi dit que ce type de contrat peut se renouveler indéfiniment sans changer de qualification. Donc, ce qui fait que, généralement, en zone industrielle, là, il y a des journaliers, le gars il reste dans ça, il peut faire 10 ans, 15 ans. Le jour il s'en va, il dit, mais on lui paye aucun droit, et puis il dit, vous m'aviez licencié à 18 mois. Et en fait, là, par son bulletin de salaire, quand on lui paye le salaire journalier, il y a de petits droits qui accompagnent ça. C'est-à-dire la prime de précarité. Le petit, on lui paye aussi le congé au prorata. Donc, 10 ans après, il dit que bon, on va licencier, de faire 10 ans. Parce que le test dit que le contrat journalier peut se renouveler indéfiniment sans devenir un contrat de travail à durée indéterminée. Alors, si on pense, on a parlé du contrat, dans les clauses, c'est ce que j'ai dit, il faut définir les obligations des parties. Et donc, si le travailleur est défini, l'employeur, son obligation, c'est d'assurer au travailleur ce pourquoi il a recruté. Donc, si l'employeur ne donne pas le travail pour lequel il a recruté le travailleur, il y a un problème d'exécution du contrat. Donc, aujourd'hui, vous allez dans une entreprise, on ne vous donne pas le travail. 1 mois, 2 mois, vous pouvez considérer que vous pouvez décider de partir. Quand le prochain, à votre employeur, ne va pas exécuter sa part d'obligation. Parce que son obligation principale, c'est de fournir le travail et puis après de payer la rémunération, c'est-à-dire le salaire. Et s'il ne l'a pas fait, il y a un problème. Bon, si on a parlé du contrat de travail, son exécution est sous-entendue aussi dans ce que je viens de dire. Maintenant, quand le contrat s'exécute, comme on dit, ça c'est une loi générale, elle est dans le code civil, l'article 134 dit qu'il faut exécuter le contrat de bonne foi. Et puis le contrat, c'est la loi des parties. Parce que vous avez décidé de faire ça, ça devient votre droit, donc vous l'exécutez de bonne foi. Donc, le travailleur doit suivre les instructions données par son employeur. Il doit accomplir ses tâches en toute loyauté. Mais le contrat de travail, dans le contrat de travail, on dit, par exemple, il peut avoir des clauses d'interdiction, par exemple, vous êtes dans telle société, on peut vous dire, si vous partez de chez nous, vous ne devrez pas aller dans une entreprise concurrente. Ça, cette clause-là aussi, c'est interdit. Ça, c'est la loi qui dit. Maintenant, quand on exécute le contrat, en principe, pour un contrat à durée indéterminée, comment on peut mettre fin à un contrat? Dans le cas du contrat à durée déterminée, bien sûr que les parties, c'est prévu pour aller jusqu'à son terme. Mais la loi dit, dans un contrat à durée déterminée, on peut y mettre fin d'accord parti. Maintenant, sauf faute lourde de l'une des parties. Imaginez que l'employeur ne paye pas le salaire. C'est une faute. Imaginez aussi que le travailleur ait commis une faute lourde. Ça peut mettre fin à ce contrat. Sinon, en principe, le contrat à durée déterminée est censé aller à son terme. Maintenant, dans le contrat à durée indéterminée, la loi dit que le travailleur peut y mettre fin par sa seule volonté. Donc, le travailleur, c'est vrai, il est bien, il se sent plus à l'aise là, il n'a pas besoin d'un motif. Il écrit à son employeur que moi, je ne sais pas de votre souci. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à l'employeur pour dire, je vais faire. Seulement, l'obligation qui accompagne, c'est qu'il va respecter le préavis. S'il ne respecte pas le préavis, la loi reconnaît à l'employeur le droit de le poursuivre pour qu'il lui paye l'indemnité du préavis. Parce qu'on a tendance à croire que c'est le travailleur seul qui a droit à l'indemnité du préavis. Non. Le travailleur qui part d'une entreprise doit observer le préavis. S'il n'observe pas, l'employeur est en droit de le poursuivre en paiement de l'indemnité du préavis. Maintenant, et l'employeur, est-ce que l'employeur, un peu comme la loi reconnaît au travailleur de partir quand il veut, l'employeur peut aussi faire ça. La loi protège le travailleur. Et il est dit que l'employeur qui dispose d'un motif légitime peut mettre fin au contrat de
faut avoir des raisons suffisantes pour mettre fin au contrat de travail. Alors, je vais retourner au code pour dire l'article 17. Alors, l'article 17.4, c'est quand l'employeur décide de mettre fin au contrat, et lui, s'il dispose d'un motif légitime, à ce moment-là, on parle de licenciement. Mettre fin à ce contrat, c'est le licenciement. Mais la loi reconnaît que dans les contrats à durée indéterminée, les parties peuvent, d'accord parties, y mettre fin. À ce moment-là, on parle de rupture négociée. Mais quand la rupture est intervenue, et puis c'est après qu'ils se retrouvent, par exemple, pour les droits réclamés par les travailleurs, pour trouver un accord, on n'est plus dans la rupture négociée, on parle de transaction. Parce que la rupture est déjà intervenue. Ils se retrouvent pour mettre fin au différend qui est né